Bonjour à tous, je suis donc Joanne Bouchu de l'agence d'urbanisme de la région grenobloise. Je vais animer ce webinaire. Pour celles et ceux dont c'est la première participation, ce webinaire s'inscrit dans un cycle intitulé Webinagence, qui est un cycle de format court de webinaire de 30 minutes, qui vise à accompagner la sortie de publications ou d'études menées par l'agence avec ses partenaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser, à la publication, «Mobilité et vieillissement, en enjeu pour les politiques publiques». Voilà, pour ceux et celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à désactiver vos micros, heu et on va avoir un webinaire en 2 temps. On aura d'abord un temps de présentation de la publication et ensuite, il y aura justement un temps dédié aux réactions et à vos questions. Je dois aussi vous donner l'information que le webinaire est enregistré. Ça permet que le replay soit ensuite, disponible sur notre site internet et je vais, tout de suite, laisser la parole à mes collègues, Nicolas Beaune et Isabelle Reynaud qui sont chargés d'études mobilité pour, la présentation, de cette publication. Bonjour à tous, Isabelle Reynaud. Je vais tout d'abord vous faire un bref rappel sur ce que c'est que l'enquête mobilité. Donc ces enquêtes, ce sont des enquêtes menées environ tous les 10 ans qui permettent de disposer d'une photographie complète de la mobilité des habitants d'un territoire et qui constituent donc pour nous une source d'informations très précieuse pour toutes les études sur la mobilité. La dernière sur notre territoire grenoblois a été réalisée à l'hiver 2019-2020 à l'échelle du Grand Sud-Isère. C'est le périmètre qu'on voit sur la carte à l'écran. Et au cours de cette enquête, on a plus de 12 000 personnes qui ont été interrogées sur leur comportement de déplacement. Donc, c'est une enquête qui a été portée par un large partenariat, hein. On voit tous les logos des partenaires en bas à droite de l'écran et qui a été pilotée par le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Donc, à l'issue du recueil de terrain, ces partenaires ont souhaité poursuivre la collaboration au sein du club EMC2. Donc, c'est un club de partenaires qui est animé par l'agence d'urbanisme. Et ce club réalise, entre autres choses, des publications que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et donc, après la mise à plat des principaux résultats de l'enquête, on a effectué des zooms thématiques sur l'analyse des usages et usagers des différents modes de transport. On a également exploré les liens entre mobilité et climat, l'analyse des flux à l'échelle du grand territoire. Et donc, on vous présente aujourd'hui, comme l'a dit Joanne, notre 7e zoom thématique qui traite de la mobilité face au vieillissement. Donc le phénomène de vieillissement de la population, c'est une conséquence du baby-boom de l'après-guerre et des gains d'espérance de vie. Il est déjà bien présent sur le territoire, mais il devrait s'accélérer dans les années qui viennent. On compte ainsi aujourd'hui 165 000 personnes de 65 ans et plus sur cette aire grenobloise. Et selon les projections de l'INSEE dans leur scénario central, c'est un chiffre qui augmentera de 50 000 d'ici 2040, donc pour atteindre 215 000 personnes de 65 ans et plus en 2040. Et ce que nous montre la carte affichée à l'écran, c'est que ce vieillissement sera particulièrement marqué dans les territoires périurbains et ruraux. On peut citer par exemple le Grésivaudan, où le nombre de personnes âgées va augmenter de plus de 80%. En parallèle de ce vieillissement, on a également un phénomène de baisse de natalité qui a été observé depuis les années 70 et qui entraîne aujourd'hui une baisse de population, notamment de la classe d'âge 55-65, qui est l'âge où on est potentiellement amené à aider un parent âgé. Et ces deux tendances entraînent mécaniquement une baisse relativement rapide du nombre d'aidants potentiels pour une personne âgée, ce qui peut poser la question de l'aide au déplacement de ces personnes âgées. Donc, si on revient à la mobilité, la capacité de déplacement des personnes âgées se heurte à plusieurs freins qu'on a pu identifier, qui sont tout d'abord la diminution des capacités physiques. On peut éprouver des difficultés à se déplacer plus lentement, avoir du mal à rester debout. On a aussi certaines difficultés cognitives qui peuvent apparaître
avec des difficultés à se repérer, une baisse de l'acuité visuelle, de l'ouïe, etc. On sait aussi qu'un certain nombre d'appréhensions, de peurs peuvent se développer, la peur de tomber, la peur de gérer des imprévus au cours du déplacement. Et enfin, dernier frein qui est plus sociétal aujourd'hui, c'est qu'on a une dématérialisation croissante à la fois de l'information et des titres de transport qui peuvent poser des problèmes aux personnes âgées puisque c'est une population que l'on sait plus éloignée des outils numériques que le reste de la population. Donc, à partir de ces constats, on a analysé les pratiques de déplacement des personnes de 65 ans et plus à travers l'enquête mobilité en utilisant 3 grandes focales. Tout d'abord, on s'est attaché à identifier les spécificités des pratiques de mobilité des seniors par rapport au reste de la population et également comment cela évolue plus on va vers le grand âge. Notre deuxième focale, c'était est-ce que les comportements de déplacement des seniors sont différents selon le territoire où ils résident? Et enfin, troisième focale, est-ce qu'il y a des évolutions de comportement aujourd'hui par rapport aux générations précédentes et notamment aux personnes âgées des années 2010, voire 2000? Et je passe maintenant la parole à Nicolas pour présenter les résultats. Et donc la première chose qu'on observe, c'est qu'en vieillissant, on se déplace moins. Bon, chose assez peu surprenante, mais surtout ce qu'on voit sur le graphique, c'est que la génération actuelle de seniors, donc seniors 65 ans et plus, hein, qui est ici représentée en orange, se déplace plus que la génération précédente de seniors. Et ce qu'on observe également, donc, c'est qu'avec l'arrêt de l'activité professionnelle, donc autour de 65 ans, on a un premier niveau de baisse de mobilité. Vous voyez, on passe de 3,8 à 3,4 déplacements par personne et par jour, mais on reste quand même sur un niveau de mobilité qui est très important, qui reste supérieur à 3 déplacements par jour, du fait d'activités sociales importantes. Donc on n'a plus le travail, mais on a toujours beaucoup de loisirs, d'implications associatives ou même politiques. On a ensuite, après 75 ans, un deuxième palier, on va dire, dans la décroissance du nombre de déplacements par jour, en lien avec un déclin donc, des capacités physiques mais aussi cognitives, où donc, dans ce cadre-là, l'accès aux aménités urbaines et le maintien d'une vie sociale peut devenir plus complexe. On sait notamment qu'au-delà de 75 ans, ce qu'on appelle l'immobilité, donc le fait de ne pas sortir de son domicile pendant un jour, pendant toute une journée, donc la veille de l'enquête en l'occurrence, progresse. Hein. On a 20% des 75-79 ans qui sont concernés, et 36% des plus de 80 ans et plus, sachant qu'avant 75 ans, on est à seulement 7% d'immobiles. C'est vraiment une problématique qui prend tout son sens à partir de ce seuil de 75 ans. Ce phénomène, il est plus marqué hors des pôles urbains, même si l'écart a tendance à se réduire en avançant dans l'âge, puisque tout le monde devient immobile, j'ai envie de dire, tôt ou tard. Donc on observe ce phénomène à l'échelle de la journée, comme je viens de vous le dire, mais également à l'échelle de la semaine. Là, ce sont des statistiques de l'INSEE, où on a 13% des 75 ans et plus qui ne sont pas sortis de leur domicile pendant toute une semaine, contre seulement 2,6% du reste de la population. Donc on se déplace moins, mais on se déplace également davantage à proximité de chez soi en vieillissant. La distance moyenne de déplacement, elle passe de 6 km par déplacement avant 70 ans à 3,7 km au-delà de 80 ans. La proximité des services et des commerces devient alors un facteur déterminant dans l'autonomie, la qualité de vie et donc le maintien aussi à domicile. En vieillissant, on a également la façon de déplacer et l'usage en fait, des modes qui évolue. Le nombre de déplacements à pied, lui, reste stable tout au long de la vie, donc on peut dire vraiment qu'on marche tout au long de la vie. On a l'usage des TC qui décroît légèrement avec le passage donc à la retraite, le vieillissement. L'usage du vélo, lui, demeure assez faible, donc il est ici en vert foncé, donc il n'y a pas de phénomène de... On ne commence pas le vélo en devenant plus âgé, et l'usage du vélo disparaît même après 80 ans, il est très, très marginal. L'usage de la voiture, lui, décroît avec le vieillissement, mais reste tout de même important, et il est d'autant plus hors des pôles urbains, où on a donc encore une grande partie de la population qui réalise des déplacements au volant d'une voiture. Donc c'est un déplacement par jour en tant que conducteur pour les 75 ans et plus hors des pôles urbains, contre 0,6 déplacements par jour pour les seniors, les 75 ans et plus, qui habitent en ville.
Cet écart, on l'explique à la fois par des densités de services et d'équipements qui sont plus faibles, et donc des distances de déplacement qui sont plus longues hors des pôles urbains. Et donc pour une part des seniors résidant dans ces zones peu denses, la voiture est une condition incontournable pour le maintien à domicile. Et on va poursuivre un peu sur cette question de la voiture. On s'est posé la question de savoir est-ce que cette génération de seniors, est-ce qu'elle est attachée à la voiture? Et au regard des différences de tas qu'on a, on peut répondre plutôt par la positive, puisque donc 88 pardon, % des seniors ont le permis, et en suivant les tendances d'évolution et le renouvellement générationnel, on devrait passer à 95 % dans les 10 prochaines années. De la même façon, en termes de possession des voitures, on a une possession qui est très importante. 91 % des ménages avec des seniors possèdent une voiture, et on a une progression de cette motorisation entre 2010 et 2020. Et de la même façon, in fine, en bout de chaîne, l'usage de la voiture, il est important. 40 % des 80 ans et plus déclarent conduire plusieurs fois par semaine, et ce chiffre, il était de seulement 25 % il y a 20 ans. Et donc ça, de la même façon, hein, ce qu'on voit sur le graphique qui est au centre de l'image, c'est le nombre de déplacements quotidiens en voiture. Il a tendance à progresser entre 2002 et 2020 pour les seniors, alors qu'il est en baisse, en baisse sur l'ensemble de la population, hein. C'est des résultats auxquels on a plus l'habitude. On voit qu'après 70 ans, on a une progression de cette mobilité en voiture, et ça, on peut l'expliquer par la question en fait, de la génération des baby-boomers, qui sont donc en meilleure santé que les générations précédentes, et qui disposent également de moyens financiers plus importants. Et on peut aussi expliquer ça par des habitudes qui ont été prises tout au long de la vie. Dernier point, on voit que chez les 65-69 ans, donc les jeunes seniors, on n'a pas de hausse significative de la mobilité en tant que conducteur d'une voiture, et ça peut laisser augurer une tendance, un ralentissement de cette tendance, voilà, de hausse de la mobilité voiture des seniors, mais ce sera bien sûr à confirmer dans les prochaines enquêtes. Et puis un dernier petit point là sur la voiture, celui qu'on n'a pas abordé, c'est la question de la sécurité routière. Alors les seniors ne sont pas surreprésentés dans les accidents, dans l'accidentologie, en tout cas localement et même nationalement. Par contre, à l'échelle nationale, on a des études qui montrent que les conducteurs seniors sont plus souvent présumés responsables des accidents mortels, en particulier lorsqu'ils ont plus de 85 ans. Et donc, on voit à l'issue de cette présentation de résultats que ce sujet de la mobilité des personnes âgées se trouve au carrefour de plusieurs enjeux. Tout d'abord, ainsi que l'a dit Nicolas, c'est un point important pour la préservation de l'autonomie des personnes âgées, la capacité à accéder aux ressources de la ville. Et ça rejoint aussi la question du maintien dans le logement, ainsi que l'a dit Nicolas, dans certains territoires périurbains et ruraux, l'usage de la voiture est indissociable du maintien dans le logement. Il s'agit aussi d'éviter les situations d'isolement et de prendre en compte la capacité des aidants à se mobiliser pour aider les personnes âgées à se déplacer. Mais se pose aussi la question de l'évolution des comportements vis-à-vis de l'usage de la voiture lorsque d'autres solutions existent. Ainsi que ça vient d'être dit, la voiture représente une part assez conséquente de la mobilité des seniors, avec un usage qui est en augmentation par rapport à la génération précédente. Les leviers qu'on a identifiés, approfondir pour ces politiques en lien avec la mobilité des personnes âgées renvoient tout d'abord à la politique de l'habitat, avec l'idée de développer des logements adaptés aux seniors à proximité des bourgs et des centralités pour faciliter l'accès aux services et aux transports collectifs qui sont plus développés dans ces secteurs-là. Et ça nécessite un accompagnement aussi au parcours résidentiel, parce qu'on sait que la décision de déménager lorsqu'on est une personne âgée est assez difficile à prendre. Un deuxième levier est autour de la question de l'aménagement de l'espace public, avec l'idée de bien prendre en compte justement ces baisses de compétences physiques et cognitives des personnes âgées dans tous les aménagements d'espace public pour faciliter le confort d'usage et la sécurisation de la marche à pied.
Et puis, dernier grand secteur de levier, c'est tout ce qui concerne les alternatives à l'automobile et l'accompagnement à la mobilité, avec le développement d'alternatives à l'automobile adaptées aux seniors et notamment hors des pôles urbains. Et là, on peut penser à tout ce qui est transport à la demande, également transport collectif en heure creuse. Et puis un besoin de coordonner aussi les offres existantes, parce qu'un certain nombre d'offres existent, particulièrement justement en territoire périurbain et ruraux, mais portées par des acteurs différents, pas toujours coordonnées entre elles, pas toujours très bien connues. Également, la mise en place d'actions d'accompagnement à la mobilité, et ça avec 2 cibles. Tout d'abord en direction des plus âgés qui, parfois, peuvent être un peu perdus dans toutes les informations, et notamment lorsque des changements d'habitude doivent être pris, par exemple quand on a une évolution de l'offre de transport collectif ou une évolution de la tarification, enfin quand le système de déplacement évolue, un accompagnement un peu plus poussé est nécessaire. Et une deuxième cible qui est ce dont parlait Nicolas, c'est ces jeunes retraités encore bien en forme et bien actifs qui ne perdent pas forcément, qui ne changent pas leur habitude à l'arrivée à la retraite. Et là, un effort d'accompagnement, de changement de rapport à la voiture pour avoir du report modal à cette période charnière de la vie est aussi un enjeu important. Voilà, on en a fini sur cette présentation. Merci, Isabelle. Du coup, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, voire dans les dernières minutes là, de cette présentation, sachez qu'elle est enregistrée et sera accessible en replay sur le site de l'Agence d'urbanisme. Donc, vous pourrez suivre la partie que vous avez pu manquer. Nous passons maintenant à la deuxième phase du webinaire pour pouvoir effectivement prendre vos réactions et vos questions. Et il y a effectivement des personnes qui ont déjà réagi ou questionné dans l'onglet conversation. Donc, on a une question à nouveau sur les sources en fait de cette publication, Isabelle et Nicolas. Donc, on a Monsieur Serrero qui nous questionne sur le travail en lien avec les services personnes âgées des communes et du département, et si on a aussi collaboré avec le réseau des villes francophones Amis des aînés. Donc, peut-être redonner les sources en tout cas sur cette publi pour bien repréciser les choses. Alors, sur cette publi, on est plutôt sur des sources statistiques. Donc, effectivement, on a utilisé les données que nous fournit l'INSEE pour tout ce qui est projection démographique, et pour tout ce qui est données sur la mobilité. On a travaillé à partir de l'enquête mobilité. On a également mobilisé des éléments plus qualitatifs à partir de focus group qui ont été menés dans le cadre de l'élaboration du plan de mobilité du SMAG auprès d'acteurs professionnels de centres sociaux et d'habitants. Voilà, mais aujourd'hui, cette publication, nous, elle vise justement à diffuser cette connaissance qu'on a pu avoir à travers ces sources plus statistiques et échanger pour, déjà pour alimenter les réflexions et approfondir cet aspect qualitatif. J'ai répondu à votre question? Oui, bon, visiblement oui, Monsieur Serrero acquiesce. Je vous propose de poursuivre sur les autres, l'autre question. Donc c'est Monsieur Martin Roman, hein, c'est ça, qui questionne donc sur la mobilité quotidienne des plus de 65 ans. Comment cette dernière a-t-elle évolué entre 2010 et 2020 sur chacun des territoires? Les dynamiques sont-elles différentes selon que l'on habite à Grenoble, dans le reste métropolitain ou dans le Grésivaudan? Avez-vous les données? Idem pour l'immobilité quotidienne. Si c'est pas clair, Monsieur Martin Roman peut préciser peut-être pour Nicolas et Isabelle. Oui, alors on a donné des éléments d'évolution pas
pas spécifiquement, on l'a pas précisé, mais donc on voit que l'usage de la voiture, il reste important. Donc dans les territoires ruraux, au-delà de 65 ans, il a tendance à progresser. Enfin voilà, c'est ce qu'on peut en dire. Et après, sur tout ce qui est usage de la marche, on est sur quelque chose de plutôt stable. Voilà, après, oui, les différences, c'est essentiellement au niveau de la mobilité voiture, hein, qui est plus importante dans le périurbain et donc qui a tendance à croître en fait sur les 20 dernières années, donc sur les 2 dernières enquêtes. 3 dernières enquêtes. N'hésitez pas à rebondir, hein, monsieur Martin Roman, si vous avez d'autres demandes de précision. Vous pouvez prendre la parole, hein. Voilà, parce que j'ai commencé à lire les questions qui sont posées effectivement dans le chat, mais voilà, une fois qu'on en a fait le tour, on peut tout à fait prendre la parole. Ah, vous ne pouvez pas parler. Très bien. Vous faisiez référence à la slide 5. Donc on va éclaircir cette question-là et puis après on vous laissera la parole, monsieur Serrero. J'ai bien vu que vous aviez levé la main, pas de souci. Alors, la slide 5. D'accord. Du coup, je sais pas si... C'est vrai que c'est délicat du coup là de pouvoir... Votre question, c'était est-ce que là, on a une vision sur le territoire complet de l'aire grenobloise? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur un peu plus de finesse géographique en fait sur ces évolutions? C'était Oui, cela? exact. C'est marqué exactement, Ah, visiblement. Donc c'est ça, Isabelle. Oui. OK. Alors, il me semble qu'il y a quelques éléments d'analyse qualitative dans la publication sur ce sujet-là. Et après, dans nos documents de principaux résultats, je pense qu'il y a des éléments aussi. Ce que vous pouvez faire éventuellement, parce que là, on va pas pouvoir vous répondre en direct, mais vous pouvez nous faire un petit mail et on pourra, nous, chercher les éléments qu'on pourrait, précisément avoir sur ce sujet. On sait que par contre qu'on ne pourra pas aller dans une grande finesse territoriale parce qu'on n'a pas un échantillon statistique, suffisant. Par contre, on pourra quand même regarder, enfin vous donner des éléments sur, des grandes typologies de territoires. Très bien. Du coup, monsieur... Ah voilà, effectivement, il vous fera un mail. C'est parfait. Ainsi. Monsieur Serrero, vous vouliez prendre la parole? Oui, brièvement, bonjour, merci de cette présentation passionnante. Premièrement, je suis membre du conseil des aînés de la ville de Grenoble, qui se fait dans le cadre justement de la marche des aînés portée par l'OMS, déclinée par un réseau mondial puis un réseau francophone. Sur le territoire clé, on fait partie, voire où on fait partie. À ce titre-là, j'ai des collègues de l'Union CFDT retraités Isère, qui ont réalisé un petit document là que je présente, qu'ils ont appelé Se déplacer en autonomie, guide pratique du transport à la demande. Et donc, l'idée, ça couvre, ils l'ont fait en septembre 2025. Apparemment, ça couvre plutôt, je sais pas, c'est la métropole, mais pas que. Donc, ça peut être intéressant à réfléchir. Et puis, j'ai une question bête. Bon, là, bientôt, on va avoir à nouveau un exécutif au SMAG. Il y a toujours un plan de déplacement des mobilités qui est en cours d'élaboration. Est-ce que ces travaux vont être utilisés, par exemple, pour corriger les injustices en matière de tarification concernant les personnes âgées? Il y a une tarification solidaire avec 4 tranches de quotient familial. Pour les personnes âgées, l'un des freins quand même, c'est aussi l'argent et tout le monde n'est pas à 3 000 balles de pension. Il y a des petits retraités, il y a les retraités qui ont connu le chômage, il y a des personnes qui n'ont pas travaillé. Donc je dirais, est-ce que est-ce que vous avez regardé dans l'étude, est-ce qu'il y a une réflexion sur la question de la tarification comme frein ou levier sur la mobilité? Et surtout, je répète ma question, est-ce que ce document va être transmis au SMAG et versé à l'élaboration du futur PDM? J'ai fini. OK, merci pour vos questions. Donc, Isabelle et Nicolas pourront répondre sur les questions qui concernent la publication en tant que telle.
Par contre, sur après l'utilisation dans les documents du PDM, c'est pas l'objet, du webinaire, il me semble. Mais ils vont me le confirmer. Allez-y. Alors, sur la question est-ce que la tarification est un frein à la mobilité des personnes âgées en transport collectif? On n'a pas directement cette question dans l'enquête, donc on ne peut pas le vérifier. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la mobilité des personnes âgées en transport collectif ne diminue pas bien qu'il y ait eu des réformes, tarifaires et notamment la suppression de la gratuité pour les personnes âgées aux heures creuses. Hem Et ensuite, je peux quand même, sur la question de est-ce que cette étude est versée au SMAG? Le SMAG en est, un des commanditaires, donc bien évidemment, enfin, je l'ai dit au départ, hein, l'enquête mobilité, elle a été pilotée par le SMAG pour le compte, de nombreuses collectivités et donc du coup, ils sont commanditaires de cette étude et donc bien évidemment, elle est versée, aux réflexions du PDM. Après, je ne sais pas si quelqu'un du SMAG veut réagir ou pas. Mais en tout cas, je redis, hein, l'enquête ne montre pas une baisse de fréquentation des transports collectifs des personnes âgées, bien qu'il y ait eu des réformes tarifaires. OK, j'ai une personne peut-être qui veut réagir, c'est ça, qui vient de lever la main? Oui, Je vous laisse vous bonjour. présenter. Bonjour, Jérôme Fange du SMAG, justement. Du coup, par rapport à la tarification, donc effectivement, on sait que la tarification, c'est un des éléments d'attractivité ou de frein à l'usage, hein, mais il n'est quand même pas le principal. Je reviens juste sur les propos de Monsieur Serrero. Effectivement, on a quand même une tarification solidaire qui s'applique à tout le monde, hein, donc qui n'est pas fixée par tranche d'âge. Hein, donc les revenus pris en compte sont les mêmes qu'on ait, qu'on ait un enfant dans un foyer avec des jeunes enfants ou un foyer de personnes âgées. Hein, donc, ce sont les mêmes tranches de QF qui s'appliquent. Et donc, c'est premier élément de réduction, c'est bien celui-là. Hein, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas de revenus ou très peu de revenus vont pouvoir payer des prix qui vont jusqu'à 2,50 € par mois ou 30 € l'année. Ça, c'est la première chose. Donc, il n'y a pas de distinction. Donc, je comprends pas bien l'histoire de la différence qui est faite. Alors, peut-être que vous pensez que les tranches de QF ne vont pas assez haut, ça peut être une chose, mais à ce moment-là, c'est pour tout le monde. Et après, les personnes à 65 ans, à partir de 65 ans, il y a des abonnements qui sont à tarif réduit, hein, 50% de réduction. Donc ça fait effectivement, hein, quand on arrête de travailler, comme nous disait l'agence, on a toujours des déplacements assez nombreux. Par contre, on n'a plus la prime transport. Hein, les salariés, ils touchent une prime d'au moins 50% pour compenser leurs abonnements de transport en commun. Donc nous, on vient le faire en fait un peu automatiquement. Alors évidemment sur les abonnements, hein, ça marche pas sur les tickets unités ou occasionnels. Et puis les plus de 75 ans, effectivement, fut un temps avaient une gratuité sur la métropole, et maintenant ils ont accès à un tarif annuel qui est de l'ordre de 160 € pour une libre circulation, et ça c'est sans condition de ressources. Donc on a quand même des adaptations assez fortes, hein, en termes de tarification pour les personnes âgées, même si le principal mécanisme, ça reste la tarification solidaire, et voilà, qui dit bah, chacun va payer un petit peu en fonction de ses revenus. Merci, pour, ces éléments de réponse. Est-ce qu'il y a, d'autres questions? Sachant que nous arrivons au terme de nos 30 minutes de webinaire, mais si on avait une dernière question sur un autre sujet, heu, que ceux qui viennent d'être évoqués, vous pouvez lever la main et prendre la parole. C'est l'occasion. L'enquête est disponible sur le site de l'agence. Oui, Oui. l'enquête est disponible sur le site de l'agence, tout à fait. Je peux vous remettre le lien dans la conversation, mais vous le trouverez en tapant, www.aurg.fr, sans souci. Voilà, et ben, écoutez, je vous remercie pour, votre participation. Je vous rappelle que le webinaire, du coup, sera, sous format, replay, d'ici, quelques jours sur notre site. Notamment, il y a des personnes qui nous rejoignent là, mais on est vraiment sur un format court de 14h à 14h30. Et le prochain Web in Agence aura lieu le 16 juin 2026
Sur un sujet aussi en lien avec le vieillissement, puisqu'on sera sur la présentation de la publication Nos données en images avec des indicateurs santé-vieillissement à l'échelle de l'aire grenobloise et aussi à l'échelle de l'ensemble des EPCI qui forment l'aire grenobloise. Donc rendez-vous ensuite le 16 juin pour le prochain webinagence. Donc je vous remercie à tous et je mets tout de suite le lien dans l'onglet conversation pour ceux qui le souhaitent vers la publication. Au revoir.